Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock avec aujourd'hui le retour sur une voiture japonaise, vous me connaissez, j'aime bien ça et on va tester une Yaris. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une Toyota Yaris qui, vous allez le voir, est un petit peu préparée, un petit peu spéciale. Allez, on vient la regarder tous ensemble, c'est parti. Je suis donc avec Clyde qui va nous présenter sa Toyota Yaris aujourd'hui. Salut Clyde. Salut. Alors dis-nous tout à propos de cette voiture. Elle est de quelle année pour commencer? Alors c'est une Yaris TS de 2001. Oui. Donc on est sur une motorisation qui est quasiment d'origine aujourd'hui. Donc on est sur un 1500 106 chevaux parce que c'est une phase 1. Donc version européenne avec le petit catalyseur. Ils sont passés après sur une phase 2 avec un catalyseur un tout petit peu plus gros et on perdait un cheval. Ce qui est relativement faible en général, quand il change de catalyseur on en perd plus. Exact. Donc ici on est aujourd'hui sur une prépa Yaris Cup en gros, donc collecteur 421, admission, ligne d'échappement de Yaris Cup et suspension de Yaris Cup également. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot pour qu'on puisse jeter un œil là-dessus? Déjà on voit le cône qui je pense n'était pas d'origine, hein, on est d'accord? C'est ça, tout à fait. Alors, ensuite pour ce qui est des autres transformations, c'est un peu plus caché. Alors on va avoir le collecteur qui va être caché par ici derrière, puisqu'on est sur une version donc en TS où tu as le collecteur qui se trouve à l'arrière sur les versions en 1500. Avec donc la compatibilité des lignes d'échappement de Cup qui étaient des 1300 en fait à la base. Ah, les Cup étaient en 1300? Les Cup étaient en 1300 parce que la Yaris Cup est sortie bien avant la mise en commercialisation des Yaris TS. Ah, intéressant, je pensais que c'était déjà basé sur les TS. Alors le gros avantage de Toyota, c'est qu'on est un petit peu comme chez Honda, c'est que beaucoup de pièces sont intercompatibles d'un modèle à l'autre. Ça c'est pratique. C'est très pratique pour quelqu'un qui veut un peu les modifier. Et donc le collecteur est un collecteur de 421 de Yaris Cup. Je sais pas si tu pourras me le confirmer, mais au Japon elles étaient vendues sous un nom différent. Tout à fait. Outre le fait qu'elles s'appelaient Vitz et pas Yaris, les versions T-Sport ne s'appelaient pas Toyota Sport non plus au Japon. Non, elles s'appelaient Toyota Vitz RS. C'est ça, et ils avaient une version que nous on n'a pas eue. La version turbo qui était disponible à 400 exemplaires en Suisse, très difficilement trouvable aujourd'hui, mais effectivement donc, ils ont eu la chance de l'avoir, nous pas, comme beaucoup de modèles en fait chez Toyota. Alors je vois également une pièce maîtresse rouge, une barre anti-rapprochement sur le véhicule. Donc barre anti-rapprochement à l'avant, également à l'arrière, et surtout donc une bien cachée qu'on ne voit pas à l'arrière au niveau de l'essieu, une barre anti-roulis white line qui change absolument tout au niveau de la tenue de route du véhicule. Et sur circuit c'est important puisque, on le rappelle, tu utilises cette voiture principalement sur piste. C'est ça, tout à fait. C'est une voiture que j'ai préparée à la base pour faire un petit budget, une petite voiture de piste avec un budget low cost. L'avantage d'une Yaris, c'est que c'est très fiable, ça coûte pas très cher. Les consommables ne coûtent rien du tout et on trouve énormément de pièces. C'est que ça fait partie des voitures japonaises sur lesquelles les pièces sont les moins chères puisque c'était fabriqué à Valenciennes. Donc exactement, donc on trouve énormément de pièces pirates. Et puis même les pièces officielles, je pense, doivent être moins chères pour la Yaris que pour d'autres Toyota, non? Pas vraiment. Pas vraiment. L'inconvénient c'est que Toyota, à partir d'un certain moment, a une difficulté de fourniture de pièces. Je prends un exemple tout bête qui est le phare, qui est avec un fond noir sur la Yaris TS, qui est avec un fond chromé sur les autres versions. Aujourd'hui, le phare noir, tu ne le trouves absolument plus ni chez Toyota ni en pirate. Ah. Et quand on sait que les glaces avaient tendance à jaunir à l'époque sur les phares Toyota, c'est exactement ça. C'est un petit peu embêtant. Donc beaucoup passent leur TS avec des phares à fond chrome. Hop, on va passer dans l'habitacle de la Yaris. Tu vas nous montrer les petites transformations que tu as faites. On va à l'extérieur ou oui, tu peux t'installer, La petite gymnastique. Alors je vois que tu as des harnais aussi pour ton passager. Voiture coursifiée mais qui reste encore relativement d'origine en fait. Techniquement parlant, telle qu'elle est là, elle passe au contrôle. Autre modif, le volant. Le volant RRS tulipé. De voir, on en reparlera tout à l'heure, mais sur ton ordinateur de bord, ta consommation moyenne, on voit qu'elle fait de la piste. C'est ça, elle est relativement faible puisque je suis venu par l'autoroute en roulant bien cool, mais consommation moyenne en piste, on a plus ou moins 20 litres au 100. Et là tu es à 16.4 pour l'instant, je suppose que tu remets jamais à zéro. Je remets à zéro à chaque début de session piste. C'est remis à zéro, comme ça je garde un œil sur ma consommation, simplement. C'est un petit relevé que je me fais. En début de session, donc forcément ça monte et le peu de routier que tu fais après ne permet pas de redescendre. C'est ça, tout à fait. Suffisamment. Et alors on voit également le gain de poids optimum. Il n'y a plus de source, il y a un bac.
C'est ça, donc, mais attention, c'est d'origine, hein, parce que d'origine, donc tu as le bloc pour allumer la radio qui se trouve juste ici, et le bloc radio Ah d'accord. qui se trouve là. Et en dessous, tu pouvais avoir une option, un chargeur CD peut-être ou... Chargeur CD, manche ou cassette. alors, d'origine chez Toyota, mais uniquement disponible au Japon, possibilité d'avoir un support double DIN. Avec peut-être du coup la navigation intégrée? Oui, mais la navigation, là où c'est vraiment hallucinant, c'est que la navigation va se mettre en noir et blanc sur le petit écran qui est juste là. C'était en même temps des voitures sorties à la fin des années 90. C'est ça, tout à fait. Donc forcément, la technologie qui est intégrée, même sur les dernières versions, N'était pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Hein, voilà. donc, pour une voiture de cet âge-là, ça reste encore très cohérent niveau option. Petite touche de couleur dans l'habitacle au niveau de ton tableau de bord. Oui. Le rouge est d'origine ou c'est un petit Non, coffret c'est une peinture que j'ai fait moi-même. Ça paraît tout bête, mais qui est faite à la Montana. Pourquoi? Parce que je voulais garder un petit peu l'esprit que j'ai à l'extérieur avec le rouge et vert Castrol. Ouais. Il y aura d'autres pièces qui seront mises en rouge aussi. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est prévu pour l'année prochaine. On peut voir que au niveau de tes compteurs, tu es gradué jusqu'à 200 km/h. Je pense pas qu'elle les atteint, mais elle a quand même une vitesse de pointe qui doit être assez intéressante en tant que sportive. Est à fond de 5, on va être à presque 200 compteurs. On est sur un petit 193 réel donné Coyote. Ce qui est pas mal, vu le gabarit de l'auto. Je précise sur route fermée, hein, Oui, sur bah, autoroute circuit, allemande, bien hein, sûr. bien entendu. Sur circuit avec des lignes droites. Tout à fait. Et au niveau du rupteur, elle rupte à presque 7000 tours. Ouais, on voit effectivement la zone rouge qui commence à peu près 6000 ennemis. Et donc tu as conservé ta roue de secours là sous la trappe dans le coffre. C'est ça, tout à fait, simplement pour laisser un petit peu de poids à l'arrière, puisque la suppression de banquette fait perdre énormément de poids. Ça pèse un âne mort. Donc, Déjà un siège avant, ça pèse lourd. c'est ça, donc ici, sur circuit, surtout quand les routes sont un peu grasses, ça permet de rigidifier un peu et d'avoir un peu de poids. Donc elle est toujours derrière. Alors, on peut voir aussi en miroir que tu as des numéros sur les vitres, sur les portes, un peu partout sur le véhicule. Tout à fait, 2 sur les vitres latérales à l'arrière, un sur le haillon et sur le dessus de mon pare-brise, le chiffre 86 qui représente beaucoup de choses. Pour moi, déjà c'est mon année de naissance et aussi c'est mon numéro en e-sport. Donc j'ai gardé le numéro 86. Puisque tu fais également de l'e-sport donc. Oui, tout à fait. Alors j'ai vu, puisqu'on est sur des groupes communs, que tu joues à Gran Turismo Sport. Exact. Tu joues également à d'autres jeux? Assetto Corsa. Compétitionne, mais je suis beaucoup plus sur GT Sport, parce que ma team est sur GT Sport principalement. Donc le 86 donc, qui est ton numéro fétiche, est-ce que du coup ça a une influence pour ton amour pour Toyota finalement? Parce que Pas spécialement, du tout. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans en étant petit. Mon papa a eu plusieurs Toyota, il n'a jamais eu de soucis avec, et forcément quand j'ai eu 18 ans, que j'ai fallu choisir une première voiture, ça coulait de source que ce soit une Toyota. J'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup d'autres choses, mais il n'y a rien qui fait, chaque fois je reviens toujours chez Toyota. Alors quelle était donc, la Toyota qui t'a marqué dans ton enfance, donc la voiture de tes parents je suppose? Pas spécialement, la Toyota qui m'a marqué, c'était la Supra. Ou ça peut être autre chose qu'une Toyota d'ailleurs. Non, du tout, c'était vraiment la Supra qui m'a vraiment marqué. Comme beaucoup, c'était Fast and Furious, le premier film où on l'a découverte. Moi non, c'était bien avant. Quand j'étais en classe, il y avait tout le monde qui rêvait de Porsche et de Ferrari. Ben non, moi je rêvais d'une Toyota Supra. Tu rêvais de la 4e génération? C'est ça, tout à fait, qui est arrivé en 94. Donc forcément, je l'ai connue quand j'avais 6 ans. J'ai eu l'occasion de la voir la première au garage où mon papa faisait son entretien. Et c'était un coup de cœur à l'époque. Et ta première voiture personnelle, c'était donc non. La première est une voiture que j'ai dû acheter en urgence parce que je commençais à travailler 3 jours après, donc j'ai dû acheter une Golf 3, 1800 essence, boîte automatique. Une voiture que j'ai gardée 3 semaines parce qu'elle a fini sa vie dans un rond-point avec une dame malheureusement un peu alcoolisée qui a décidé de la plier en deux. Donc après, est arrivé le moment où mon papa changeait de voiture et j'ai repris sa Toyota qu'il avait à ce moment-là. Une Corolla E11, 2 litres diesel qui avait à l'époque 285 000 km et j'ai dit je changerai de voiture quand elle claquera. Le problème c'est qu'elle n'a jamais claqué. Elle roule encore aujourd'hui? Elle roule encore aujourd'hui. Ce n'est pas plus moi qui l'ai, mais c'est un ami à qui je l'ai vendue. Moi je lui ai vendu, elle avait 330 000 km et aujourd'hui elle frôle les 400 000. Du coup, on va y aller pour le test. Ligne inox, je suppose? Oui. Alors, du coup, hop. Le frein à main, évidemment.
Mais je cherchais le point de patinage de l'embrayage. C'est l'embrayage d'origine que tu as toujours? C'est un embrayage d'origine, tout à fait. Qui vient d'être remplacé à 180 000 km quand j'ai acheté la voiture. Puisque comme je savais qu'elle allait être martyrisée, ben, je me suis dit je préfère repartir sur une bonne base. Les suspensions sont effectivement un peu plus sèches que sur une Yaris d'origine. C'est stabilisé au niveau de l'image, donc vous ne le sentez pas a priori, mais je vous le dis. Et puis j'ai l'habitude de toujours aller chercher le commodo avec du bout du doigt. On va essayer de pas caler quand même. T'as plus le retour du clignotant du coup avec la direction? Ben, obligé de le remettre moi-même manuellement parce que du fait que avec le moyeu modifié, j'ai dû enlever le système. Alors je rassure tout de suite les personnes qui regardent la vidéo, cette voiture n'est pas une poubelle, hein, ce sont les routes qui font ce bruit. Hein. Alors le fait que la voiture est vidée, ça amplifie bien sûr le bruit, mais c'est vraiment les routes qui sont dégueulasses. Voilà. Pour voir ta consommation route uniquement avec la voiture. Consommation route, on reste plus ou moins, on va dire 6 litres et demi, 7 litres. Pour une voiture qui a 20 ans, et qui on le rappelle est une version sport. Je dis ça, je dis rien, hein, mais sportif 6 litres au 100. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais sportif, c'est une Yaris quoi, ça va. Oui, d'accord, mais c'est une voiture utilisable au quotidien, tempérament sportif, enfin utilisable au quotidien d'origine, peut-être pas comme ça, mais utilisable au quotidien malgré tout. Au niveau de la sonorité, est-ce que tu as déjà dû, sur circuit par exemple, faire des tests sonomètres de la voiture? Il y en a à chaque passage sur circuit, et ici il n'y a aucun souci, comme c'est une ligne de Yaris 4, c'est une ligne qui était homologuée circuit à l'époque. Et elle fait combien de décibels du coup? On est sur 93 décibels. Donc, sur certains tracés, tu ne passerais pas, je pense. La majorité des circuits en Belgique sont sur 95. En Belgique, c'est souvent, oui, mais je sais qu'en France, j'en ai déjà vu à 90. Les gens sont sortis aujourd'hui hein, avec un peu tout et n'importe quoi. Et ça fait plaisir. Avant de la coursifier, je suppose que tu l'as acheté d'origine à l'époque? Oui, complètement d'origine. Tu t'en es servi combien de temps en la laissant normale? 3 jours. Ah oui. Bah, les premières transformations, c'était genre une paire de jantes ou des choses comme ça, je suppose. Oui. On commençait directement les jantes, ça doit être 3 jours après. Le jour même où elle était achetée, je commandais déjà les baquets et le volant. Donc c'était une voiture qui était achetée dans le but d'être d'office coursifiée. Donc voilà, je n'ai pas perdu de temps. Oui, bah, en même temps, c'est vrai que si c'était le but dès l'achat, c'était planifié. C'est ça. Elle était vraiment l'achat même. Ça partait d'office sur une Yaris TS de cette couleur-ci et en 3 portes. C'était la condition d'achat. Il y avait des TS en 5 portes? Très rare, sur des phases 2. Mais c'est vrai qu'au moment où je regardais les annonces, il y avait énormément de passes 2 en 5 portes. Moi le but c'était vraiment de faire une réplique des Yaris Cup à l'époque, ouais, qui était sur du 3 portes. Parlé tout à l'heure, est-ce que ce sont les freins d'origine ou est-ce que tu as un petit peu upgrade les plaquettes, les disques? En upgrade dessus, je suis passé sur freinage en EBC avec disque pointé rainuré à l'avant et plaquette blue, donc plaquette circuit, ouais, et disque plein EBC derrière avec plaquette yellow. Plaquettes yellow qui sont un peu moins qui accrochent un tout petit peu moins que les bleus, c'est ça je pense. C'est ça, tout à fait. Dire que ça bloque pas le cul quand liquide de frein en DOT 5.1. Pourquoi cette config là? Simplement, on va savoir que je roule très régulièrement sur un petit circuit très technique et très court qui est le circuit de Métais. Oui. Et en freinage plus d'origine, légèrement upgradé, après 2 sessions de 25 minutes, t'as plus de frein. Donc
devient très très embêtant. Là ici avec le freinage actuel, je fais 2 sessions de 2 heures, il n'y a aucun souci, les freins sont toujours là. Je suppose que c'est un support de GoPro donc qui est posé sur le tableau de bord. C'est ça. Quand je fais une petite session circuit, on filme toujours un petit peu. On peut retrouver les vidéos sur YouTube ou quelque chose? Sur ma page YouTube. La page YouTube c'est Clyde 86. On mettra le lien bien sûr en description. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler de liens, si tu as un Instagram, un Facebook, quelque chose que tu souhaites partager, que ce soit le tien ou d'ailleurs ceux de l'équipe d'e-sport, tu peux également les citer, on les rajoutera également en description. Alors au niveau des pages Facebook, vous allez pouvoir retrouver ma page photo, c'est Clyde Pix. Ma page par rapport à la Yaris de course LLR Racing Team. Et donc la page YouTube Clyde 86. Finalement, elle n'est pas si bruyante que ça encore. Hein. À 90 sur une nationale, parce qu'en Belgique c'est 90 les nationales hein, en général. En 5e, on sait se parler quoi. Et encore en plus les vitres sont ouvertes, donc il y a le brassement d'air. Ce qui est très pratique, c'est qu'elle est utilisable au quotidien. Oui. Le seul vrai défaut, vu la configuration, c'est la suspension qui est parfois un peu dure. Ouais, ici, ça va, on est sur une route encore. Ici ça va, tout à l'heure c'est vrai que quand on est parti, le revêtement est dégradé sur cette zone-là. Ce que je remarque aussi, c'est que si on le lâche, le volant ne revient pas dans l'axe. C'est dû à ton réglage de suspension, je suppose. Réglage de suspension, je suis en carrossage négatif à l'avant à 3,50 degrés. Ce qui effectivement est pas mal. Il y a le carrossage des Yaris Cup. Je vais vraiment faire la même config à 100% pour dire d'avoir la voiture de course qui roulait sur la route. Tout rejoint la Yaris Cup sur cette voiture. Donc. Tout ce que tu as pu faire en tout cas. Puisqu'il y avait déjà un modèle de course existant, je ne partais pas de rien, je n'ai pas vraiment développé quelque chose à ce niveau-là, c'était vraiment une réplique à 100% de ce qui était fait. Est-ce qu'il y a du coup des éléments qui ne sont pas répliques? Bon, le siège passager n'est pas évidemment réplique d'une Yaris Cup, puisqu'il n'y a pas de passager en Yaris Cup, je pense. Là, c'est le siège, effectivement. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore des éléments qui ne sont pas pure répliques? Il n'y a pas encore l'arceau. Mais tu m'as dit que c'était la prochaine étape. Oui, sera la prochaine étape. Ça va, si se sinon, colle, ça passe. Tout le reste, tout est vraiment à 100% de la Yaris Cup. Il n'y a rien qui ne saurait pas mettre de la Cup sur celle-ci. Est-ce que ce sont aussi les jantes de la version Cup ou... Non, du tout. Est-ce que d'ailleurs les Cup avaient des jantes spécifiques ou est-ce qu'elles avaient des jantes de Yaris standard? Non, c'était des jantes spécifiques. Je vais plus te dire le modèle, mais c'était vraiment spécifique à la Cup. C'est un chauffage, c'est aussi une climatisation que tu as? Pas de clim. La clim était en option en fait sur les TS. Enfin quelque chose de logique dans ce monde. Ah, petite Jeep. Donc ouais, il y a vraiment tout aujourd'hui sur la route. Hein. Vous commencez maintenant à avoir l'habitude, avant de se quitter, les plus et les moins, les tops et les flops de cette Yaris. Premier point, c'est une voiture plutôt économique qui en plus est adaptée parfaitement à la piste grâce à l'abondance des pièces détachées sur le marché. Nous avons en plus l'accès à la fiabilité japonaise. La voiture est de plus très efficace et plutôt radicale sur piste. Elle a évidemment les inconvénients de ses avantages, elle est moins polyvalente qu'en sortie d'usine, en particulier à cause de ses suspensions Cup qui peuvent être un petit peu sèches, ce revêtement irrégulier, et honnêtement, j'étais pas si mal installé que ça dans la voiture. Et voilà qui signe donc la fin de cet épisode de Test Drive avec la Yaris, alors que la Porsche du premier épisode est derrière moi, et que j'ai potentiellement du contenu pour d'autres vidéos. J'en montre pas plus. Merci à toi Clyde pour ta participation à la vidéo. Merci à toi surtout. Et puis on se donne rendez-vous très vite puisque tu as d'autres voitures à nous montrer. Tout à fait. Donc très rapidement on aura l'occasion de retrouver Clyde avec un autre de ses jouets, peut-être même plusieurs, on verra comment on peut s'organiser. Mais en tout cas je vous tiens au courant et puis ça ne tardera pas pour les prochaines vidéos de Test Drive. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner, d'activer fortement la cloche sur toutes les notifications, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.